Bonsoir tout le monde. Bien sûr, j'avais réussi à me perdre dans mes documents. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement ce lundi 3 mai, les 19 heures. Je déclare officiellement cette séance ouverte au point 10.01. Je me nomme Pierre Lessard-Blais, je suis le maire de l'arrondissement. En ce moment, tous les élus membres du conseil assistent à cette séance par vidéoconférence afin de respecter les consignes de distanciation sociale. J'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Karine Boisverrois, conseillère du district de Wiriat. Bonsoir tout le monde. Dina Tocheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Éric Allen Caldwell, conseiller municipal de Schlaga. Et bonsoir, Suzy Miron, conseillère dans le district de Tétroville. Votre micro, Monsieur le maire. Merci. Ça commence en force. Merci, Monsieur le conseiller. Nous avons aussi différents membres du personnel administratif et politique. Pour gagner un petit peu de temps, je vais les nommer rapidement. Monsieur Serge Villandré, directeur d'arrondissement. Régent Boisvert, chef de division à la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises. Monsieur Stéphane Brosseau, directeur aux travaux publics. Madame Patricia Plante, directrice à la culture, des sports, loisirs et développement social. Nous avons au niveau du bureau des élus, Marie de Pelto-Paquette, chef de cabinet, Laurent Richer-Beaulieu, Catherine Barbeau, Mathieu Labelle, Geneviève Guérin et Ariane Généreux. On peut maintenant passer avec les points inscrits à l'ordre du jour, soit l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement au 10.02. Donc, je propose, appuyé par Mme Miron, d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point suivant après le point 10.02, soit le point 10.03. Déclaration pour une meilleure protection des locataires et du parc de logements locatifs et de retirer le point suivant, soit 20.09, rendre une décision concernant l'attribution d'un contrat de 844 924,57 taxes incluses à la firme E2R Incorporée, seul soumissionnaire conforme pour les travaux de réfection de 5 aires d'exercice canin et le réaménagement du parc La Lancette Nord, suite à l'appel d'offres public 2021-003-P. Donc, ce serait adopté à l'unanimité. On pourrait donc aller au point 10.03, soit la déclaration pour une meilleure protection des locataires et du parc de logements locatifs. Madame Boisverrois, si ça vous va, je vais lire la déclaration et je vous laisserai un droit de parole ensuite. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, déclaration pour une meilleure protection des locataires et du parc de logements locatifs. Attendu que 63% des ménages montréalais sont locataires et que plus de 36% d'entre eux ont des difficultés financières à se loger, consacrant 30% et plus de leurs revenus à se loger et que 11% des locataires occupent un logement trop petit pour la taille de leur ménage. Attendu que près de 23 000 ménages sont sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour un logement subventionné. Attendu que le phénomène de location touristique à court terme, notamment via la plateforme Airbnb, a un impact significatif sur l'érosion de l'offre de logements locatifs et sur l'augmentation des loyers. Attendu que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les problèmes sociaux et que les problèmes de logement, particulièrement à Montréal. Attendu que Montréal a connu en 2020 sa plus forte hausse de loyer depuis 2003, soit une moyenne de 4,6 pour la dernière année. Attendu que de nombreux cas d'éviction ont été exposés au cours des derniers mois dans les médias, ce qui ne se représente qu'une faible proportion des ménages évincés pour des causes de subdivision, d'agrandissement et de rénovation ou de reprise de logement.
Attendu que les pratiques douteuses, voire malveillantes de certains promoteurs et propriétaires immobiliers dans le cadre de reprise de logements et d'éviction contribuent à la précarité de nombreux ménages montréalais, attendu que les dispositions des articles 1959 et 1966 du Code civil du Québec imposent aux locataires le fardeau de l'ouverture du dossier au tribunal administratif du logement et que trop peu de locataires entament ces démarches, notamment en raison de la lourdeur du processus, d'un manque de ressources ou par crainte de représailles, attendu que les comités logements, malgré un travail exceptionnel et des ressources limitées, n'arrivent pas à eux seuls à répondre à la demande grandissante des ménages victimes de hausses de loyers abusives ou de stratégies frauduleuses visant à les évincer de leur logement, attendu qu'en raison de la crise sanitaire, les inégalités sociales ont été exacerbées et que les besoins des personnes en situation d'itinérance ont fortement augmenté, amenant la Ville de Montréal, de concert avec le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires, à mettre en place le plus important plan de mesures hivernales de l'histoire de Montréal, qui comprend 2 fois plus de ressources que l'hiver dernier. Attendu que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a agi dans la limite de ses pouvoirs afin de mieux encadrer les activités liées aux résidences touristiques, notamment en restreignant les secteurs où cette activité est permise. Attendu que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a adopté un règlement le 5 octobre dernier encadrant les divisions et les subdivisions et interdisant la conversion de maisons de chambre en un autre type d'habitation. Il est proposé par moi-même, Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement, et appuyé par M. Caldwell, conseiller d'Hochelaga, et Mme Miron, conseillère de Tétroville, et résolu que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve réitère au gouvernement du Québec l'importance de mettre en place un l'importance de la mise en place d'un registre public des loyers afin de limiter les hausses de loyers abusives lors de changements de locataires, que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve demande au gouvernement du Québec de réviser les dispositions du Code civil du Québec afin de mieux protéger les locataires, que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve reconnaisse l'important travail effectué par les comités logements dans l'information et la défense des droits des locataires, et que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve collabore avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec afin de poursuivre la recherche de solutions et d'outils pour mieux encadrer le phénomène des rénovictions. Donc, nous avions une demande de parole par Mme Boisvin-Roy. Oui, merci, M. le maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. Excellent. Merci beaucoup. Première des choses, M. le maire, je vais vous demander si c'était possible de me transmettre la déclaration par courriel, puisque je n'ai pas été informée de l'ajout du point à l'ordre du jour, donc je ne me suis pas objectée à ce que l'ordre du jour soit modifié. Par contre, c'est la première fois que j'entends parler de cette déclaration et je ne l'ai pas vue par courriel. Alors, je comprends que vous venez de la lire. Je comprends également que ce document-là a été travaillé dans les jours qui ont précédé, là. Alors, si vous me permettrez, je vais prendre connaissance de la déclaration en bonne et due forme durant le conseil et je reviendrai avec ma position sur cette déclaration d'ici la fin du conseil, parce qu'au moment où on se parle, je ne suis pas en mesure là, de voter adéquatement sur ce dossier. Oui, moi, je vois aucun problème à ce qu'on enregistre votre vote plus tard lors de la séance, là. On pourrait peut-être dire au dernier point de la séance ou quelque chose comme ça. Je vais quand même demander à mon équipe de faire la vérification parce qu'on m'avait dit que vous l'auriez reçu en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, on va quand même faire cette vérification-là. Mais moi, je n'ai aucun problème avec le fait là, que vous puissiez voter de façon retardée sur ce point. Je ne sais pas, Mme Tocheva, est-ce qu'il serait possible que Mme Boisvin-Roy enregistre son vote en délai? Oui, si nous revenons en fin de séance sur ce point-là, oui, en ce moment-là, on va prendre son vote. OK, d'accord. Oui, Mme Boisvin-Roy, c'est une autre Oui, intervention? Non, écoutez, simplement pour me dire que je suis en discussion avec les gens du cabinet. Donc, M. Richer-Beaulieu me confirme que le courriel a été envoyé à 17h59. Cependant, moi, je suis obligée de vous dire que je n'ai rien entre 16h08 et 18h01. Donc, il y a probablement
une problématique au niveau de l'envoi. Malgré tout, vous comprendrez que lorsqu'il y a des déclarations qui sont adoptées à la dernière minute, c'est sûr que je n'ai pas eu la chance là, de pouvoir en discuter comme vous l'avez fait entre vous. Alors, de toute façon, que ce soit à 17h49 ou pas du tout, vous comprendrez que je dois prendre le temps nécessaire d'examiner le document. Oui, on comprend très bien, Mme Boivin-Roy. C'est une déclaration très similaire que celle qui a été apportée aussi au dernier conseil municipal, là, donc vous allez pouvoir vous y retrouver, mais on enregistrera donc votre vote lors du dernier point de l'ordre du jour. Mme Tocheva, s'il vous plaît, faites-moi un rappel. Cela dit, nous avons un vote favorable de la part du conseiller d'Hochelaga, de la conseillère de Tétroville et du maire de l'arrondissement. Ça vous va, Mme Tocheva, comme ça? Oui, très bien, c'est noté. Je vais vous rappeler à la fin de la séance. Merci beaucoup. On peut donc passer au point 10.04, soit la déclaration des élus. Madame Boivin-Roy, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, écoutez, j'aimerais soulever un point qui est à l'ordre du jour ce soir de nos travaux, le dossier 2005, dans lequel nous approuvons des conventions entre la Ville et 10 organismes pour 11 projets, 10 organismes dans le cadre de la politique de soutien financier pour l'année 2021. Alors, on se souviendra à notre séance de décembre 2019, le conseil d'arrondissement avait adopté sa première politique de soutien financier. Nous l'avions ensuite modifiée l'année suivante, en octobre 2019. Mais bref, cette politique encadre l'analyse et le traitement des demandes de soutien financier qui peuvent nous être formulées à l'arrondissement de manière ponctuelle à l'intérieur d'une année. Et ce sont des demandes qu'on considère, entre guillemets, hors normes, soit des demandes qui ne répondent pas nécessairement aux exigences des différents programmes de soutien existants dans l'arrondissement. Alors donc, la politique de soutien financier s'insère dans la continuité de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Et il y a 3 volets. Donc, le premier étant le fonds de soutien aux initiatives locales en développement social. Le deuxième étant le fonds de soutien à la programmation culturelle ponctuelle. Et enfin, tout autre type de demande. On se souviendra que nous avons ajouté des fonds supplémentaires de 450 000 à l'enveloppe qui était déjà prévue, qui est prévue ici de 120 000 pour assurer un soutien aux personnes les plus vulnérables de l'arrondissement. Alors évidemment, c'est une mesure extraordinaire que nous avions mis en place pour faire face aux différents besoins criants qui sont ressortis de la situation tout à fait aussi exceptionnelle de la pandémie et de la COVID-19. Alors, dans le cadre de ce dossier 2005, je tiens à féliciter l'équipe de Mme Patricia Plante et la direction Sport, Culture, Loisirs, Développement social. Alors, il y a eu quand même 36 organismes qui ont présenté 39 projets. Et évidemment, là, ce soir, on vient voter 11 de ces projets. Et vous me permettrez, Monsieur le maire, évidemment, de souligner le projet Harmonie, organisme phare de Louis Riel qui étend ses tentacules à l'extérieur du district. Et dans ce cas-ci, le projet, il s'agit de briser l'isolement pour les personnes les plus vulnérables qui habitent en milieu HLM. Donc, on pense au HLM La Pépinière, du KEM et de Marseille, mais également Longue Pointe, dans Maisonneuve, Longue Pointe. Alors, le projet Harmonie sera là pour animer et occuper les lieux. Et bien sûr, le tout en adaptant aux besoins des différentes clientèles qui peuvent varier d'un HLM à l'autre. Alors, c'est un projet qui est très audacieux. Donc, vous vous souviendrez, Monsieur le maire, nous avions eu des rencontres avec Mme Lucie Caillère, la directrice générale. Alors, on a ce soir une concrétisation de ce projet et on espère avoir de très bonnes nouvelles du projet Harmonie à cet égard. Et également, dans cette foulée, Monsieur le maire, je tiens à souligner aussi que le mois de mai, ça signale l'arrivée du printemps, du beau temps et habituellement des événements importants. Mais également, cette semaine, c'est la semaine de la santé nationale, de la santé mentale. Alors, cette année, c'est le thème de la semaine, c'est comprendre nos émotions. Alors, je pense que dans le contexte de la pandémie, ça vise assez juste parce que selon l'Association canadienne pour la santé mentale, reconnaître, décoder et accepter nos émotions, c'est aussi contribuer à protéger notre santé mentale collective et à promouvoir une bonne santé mentale pour tous.
Alors, on sait que la pandémie a exacerbé plusieurs enjeux de santé mentale qui étaient déjà présents pour certaines personnes, mais également des nouvelles problématiques pour des gens qui se sont retrouvés devant des situations difficiles insoupçonnées. Alors, je tiens à saluer tous ceux qui mènent une lutte quotidienne pour faire face à ces défis. Évidemment, les organismes, mais aussi les individus qui, pendant toute l'année, ont pu offrir leur appui. Alors, merci à tous pour leurs efforts. Et enfin, évidemment, on sait aussi que le mois de mai est toujours une occasion spéciale pour souligner la fête des mères et toutes les mamans de l'arrondissement qui font aussi un travail très fort. Je pense qu'il faut leur démontrer notre gratitude. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et entre autres, on avait nos 7 clubs de l'âge d'or dans Louis Riel, Monsieur le maire, vous le savez très bien, qui année après année soulignaient à plus d'une occasion la fête des mères. Alors évidemment, les clubs ne pourront pas se rassembler cette année, mais on souhaite à toutes les mamans, soit celles des clubs de l'âge d'or ou encore toutes les autres mamans de l'arrondissement, une bonne fête des mères. Je pense que vous contribuez au succès de vos familles respectives et on vous remercie pour tous les efforts. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Boivin-Roy. Je suis donc le prochain sur la liste des déclarations du maire. Donc, aujourd'hui, dans l'arrondissement, on a eu un événement difficile pour certaines personnes. C'était l'éviction du campement d'itinérants au boisé Steinberg. C'était un événement qui était difficile pour tous, je crois, et tout le monde a travaillé pour que cette opération-là se fasse avec le moins de mal possible et le plus de respect possible. C'est important pour moi d'y revenir parce que c'est un événement qui est traumatisant pour certains et c'est important de revenir sur les enjeux de sécurité du boisé Steinberg puisque c'était un terrain qui était extrêmement grand et extrêmement difficile pour, considérant là, les arbres, le milieu humide, la traque de chemin de fer plus au sud, la vaste étendue du secteur. Il y avait des enjeux de sécurité en termes d'incendie, dans le sens que c'était très difficile pour les véhicules de rouler à l'intérieur du site, de se rendre au lieu d'intervention. On le sait, par exemple, au campement Notre-Dame, il y a eu 3 incendies de tentes officiellement, mais il y a eu plusieurs événements qui mettaient en péril la sécurité des gens, entre autres des overdoses. Et donc, les équipes de sécurité ne pouvaient pas intervenir en cas d'overdose, en cas de feu de tente qui aurait pu se transformer en feu de boisé, en fait. Donc, c'est suite à ces préoccupations-là que le propriétaire du terrain, là, le ministère du Transport du Québec, a distribué un avis qui invitait les gens qui y campaient à quitter les lieux. Et les personnes aujourd'hui ont été redirigées là, vers différentes ressources où est-ce qu'il y avait des lits de disponibles pour eux. Et, mais bref, c'est un moment qui a été très difficile à passer pour tout le monde. Puis je remercie toutes les équipes et les organismes communautaires là, qui ont travaillé à cette solidarité sociale-là. On sait, le nœud du problème, c'est souvent on parle de l'itinérance lorsqu'elle est visible, mais la réalité, c'est que les besoins sont criants en termes d'habitation. La crise du logement, n'en déplaise en certains, elle est bien réelle. On le sait que les hausses du logement, les hausses de loyer sont 3-4 fois plus élevées que l'inflation annuelle. Dans Hochelaga Maisonneuve et dans Mercier-Ouest et Mercier-Est, on parlait de hausse dans une enquête du Devoir, on parlait de hausse entre 7 et 9 entre l'année 2019 et l'année 2020. Donc, les hausses sont faramineuses. Et cette crise-là, on doit s'y attaquer et elle ne se résume pas non plus au taux d'inoccupation. Donc, la situation de précarité de nos plus vulnérables est tempérée par la crise sanitaire, par la crise du logement, mais notre administration, que ce soit à la ville-centre ou en arrondissement, on a fait de l'habitation une priorité pour nous parce qu'on doit travailler sur l'habitation 365 jours par année et non pas seulement lorsqu'il y a
des enjeux de crise, d'itinérance dans les médias. On doit constamment y travailler. C'est pour ça, entre autres, qu'on a adopté le règlement pour une métropole mixte et qu'en arrondissement, on a travaillé pour limiter les rénovictions, limiter le nombre de la présence et l'importance de sites tels que Airbnb. Et on a aussi empêché le changement de vocation des maisons de chambre. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait une déclaration ce soir pour une meilleure protection des locataires et du parc de logements locatifs. On a des gains importants. Dernièrement, on est très content, puis je remercie les professionnels de l'arrondissement qui ont travaillé fort pour intégrer du logement social, prioriser le logement social dans l'arrondissement. Entre autres, on a annoncé dernièrement là, le projet Studio Merciès du Pas de la rue. C'est 19 nouveaux logements à but non lucratif pour les clientèles vulnérables qui sont à risque de se retrouver dans la rue. Et ça, c'est un deuxième projet sous notre administration du bel organisme Pas de la rue, parce qu'on le sait, l'église Saint-Victor aussi dans Merciès a été transformée avec cet organisme-là pour des aînés qui sont, pour entre autres des aînés qui étaient à risque d'itinérance, mais il y avait aussi un beau projet de coopérative pour monsieur, madame, tout le monde dans le secteur. Et comme ça, on a sauvegardé l'église Saint-Victor, qui est l'emplacement où est-ce que la conseillère de Tétroville s'est fait baptiser. Donc, le patrimoine local, c'est très important pour nous. Mais on a aussi un autre beau gain, là, soit le projet immobilier du site Beaugrand, parce que la première phase qu'on vient d'entériner dernièrement et d'annoncer la semaine dernière, c'est la construction de 67 logements sociaux et communautaires. Ça, c'est 24 des unités d'habitation qui sont prévues au total pour le projet. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis, on continue de travailler sur ce beau projet-là parce qu'on va avoir près de 300 unités et en plus, un secteur d'épicerie qui va être fortement apprécié pour le développement commercial du secteur. Deux éléments plus légers. On est très content, suite à l'annonce de la piétonisation de la rue Ontario entre Pineuf et Nicolet, la Ville-Centre a octroyé à l'arrondissement une subvention de près de 400 000 et on a donc monté un comité de suivi avec les commerçants, avec différents intervenants sur le dossier pour avoir le plus beau projet de piétonisation estivale cet été sur la rue Ontario. Et entre autres, il y a une rencontre du comité de suivi, je crois, après-demain avec les différents intervenants. Donc, on est très content de ce beau projet-là. La promenade d'Ontario n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et finalement, le retour de la très attendue distribution de végétaux qui a été très populaire l'an passé, même si on avait dû s'adapter au contexte sanitaire, eh bien, on a appris de cette situation-là. Non seulement, on va encore avoir 3 sites de distribution et on va encore prendre les rendez-vous en ligne, mais on va aussi prendre les rendez-vous par téléphone pour s'assurer que nos concitoyens qui n'ont pas accès à Internet puissent prendre rendez-vous quand même à la distribution de végétaux. Et on se rappelle qu'avant la pandémie, les gens pouvaient faire la file pendant parfois 2 heures pour attendre leurs végétaux. Bien, maintenant, grâce à notre nouveau système, les gens attendent généralement entre 10 et 20 minutes pour avoir accès à leurs fleurs. Donc, suivez les communications de l'arrondissement pour cet événement toujours très populaire. Sur ce, on a fait le tour avec ma déclaration. Je passerai maintenant la parole à M. Caldwell, conseiller d'Oswego. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je veux prendre 2 petites minutes pour remercier tous les citoyens qui, en fin de semaine, ont répondu à l'appel de l'arrondissement et de l'écoquartier, justement, pour faire des corvées nettoyage. J'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs dans Hochelaga Maisonneuve. On avait un point de départ au Parc Morgan le matin, à la Place Valois, en début d'après-midi. Ça a été un moment très agréable pour tout le monde de prendre du temps pour faire une corvée communautaire ensemble dans notre quartier, évidemment en respectant toutes les mesures sécuritaires. Je rassure l'ensemble de la population et de la santé publique là-dessus. L'organisation, d'ailleurs, de l'écoquartier était exemplaire à cet effet-là. Mais on s'est ennuyé en maudit de cette corvée-là. L'an passé, on a dû l'annuler. Par les années précédentes, c'était une occasion de partager au printemps, tu sais, toute l'envie qu'on avait de retrouver nos parcs, de retrouver nos rues commerciales, de se promener, d'avoir une fierté d'un quartier propre, bien habité et bien entretenu. Et bien, je voulais juste prendre un moment pour
qu'on se dise que, comme citoyen, on est capable de retrouver ces moments-là. On l'a fait dans une certaine mesure samedi. Alors, merci à tous les citoyens, tous ceux qui l'ont manqué. Ben, l'an prochain, on espère encore une corvée encore plus grande où on pourra justement partager cette aspiration d'un été plus paisible, plus festif et plus vert. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell. La parole maintenant à la conseillère de Tétroville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, j'ai quelques petits points dont je souhaite informer les citoyens. En fait, je voulais vous parler du point 20.03, le 60 000 ce soir qu'on vote pour notre association commerciale de Tétroville. Et donc, ce sera, entre autres, pour aider à la vitalité commerciale de notre quartier. Il y aura des programmes et des services pour favoriser, entre autres, des pratiques commerciales durables, un fonds de soutien pour l'aménagement temporaire sur le domaine public et une campagne de sociofinancement qui sera au bénéfice, bien sûr, de tout le monde, des citoyens, des commerçants et des organismes locaux. Il y a aussi le point 20.07, qui est le festival Le Petit Bonheur, qui débute ce vendredi. Alors, je tenais à le mentionner ce soir là, pour être sûr que les petites familles vont participer en grand nombre à ce rendez-vous annuel là, depuis plusieurs années. Donc, ça commence ce vendredi jusqu'au 16 mai. La programmation est en ligne. Alors, j'invite vraiment tout le monde à aller visiter. Il y a vraiment de belles activités prévues pour nos tout-petits. Ensuite, je veux parler du projet tant attendu dans Merciès, du projet qu'on va voter à 20.10, un contrat de près de 2 millions. Donc, pour aménager un plan chaudron qui est attendu en fait depuis que le minuscule plan chaudron qui était à côté de la piscine, à côté de l'aréna Clément-Jeté, a été en fait démoli lorsqu'on a bâti la piscine Annie Pelletier. Et depuis ce temps-là, je m'en faisais parler dans le quartier. Alors, je suis très contente qu'on aille de l'avant. Les travaux, selon ce qu'on vote ce soir, là, le sommaire décisionnel, donc, devrait débuter quelque part en juillet. Et ça devrait être fini à l'automne. Et je crois qu'il va y avoir plus de détails à suivre là, début juin. Alors, je vous demande de rester à l'affût pour ça. Et je veux parler aussi du point 40.15 parce que ce soir, on va de l'avant avec la deuxième lecture, le second projet de résolution, en fait, pour le projet particulier Sobeys, la zone commerciale du Faubourg Contrecoeur. Alors, on continue tout de même à faire progresser le dossier. D'ailleurs, malgré qu'on sait qu'il va y avoir une station du REM dans le coin, ben, on a rencontré, on a eu l'avis officiel le 7 avril dernier et depuis ce temps-là, on a rencontré à 2 reprises la caisse de dépôt là, pour trouver une solution et il y a beaucoup d'ouverture du côté de la caisse de dépôt. Alors, c'est tout de même encourageant. Donc, c'est pour ça qu'on vote ce soir la deuxième lecture. Ensuite, il y a aussi le début des travaux au Jardin du Perré, parce que là, la saison est commencée depuis officiellement samedi dernier. Les jardins communautaires de tout l'arrondissement ont été ouverts depuis samedi. Et donc, il y a certains jardiniers qui peuvent rester au Jardin du Perré, mais les autres ont été relocalisés dans les autres jardins de Merciès, là, donc celui de BP Tétroville notamment, et le tout nouveau, merveilleux jardin au parc Clément-Jeté-Nord. Et enfin, parce que je ne veux pas vous entretenir trop longtemps, mais il y a aussi la 17e édition du vin fromage de l'Entre-Jeunes ce jeudi, le 6 mai, et je vous invite, si vous n'avez pas encore acheté vos billets, c'est le 30e anniversaire de cet organisme-là. Alors, ce sera en mode virtuel, mais il y a une livraison de produits à la maison, une livraison de produits gourmands. Alors, je pense que ça vaut la peine de les encourager pour cette 30e anniversaire de notre maison de jeunes dans Merciès. Alors, voilà, M. le maire. Merci beaucoup, Madame la conseillère de Tétroville. Donc, nous pouvons passer au point 10.05 et 10.06, soit la période de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Comme à notre habitude, ce sera M. Serge Villandré, directeur de l'arrondissement, qui lira ces questions et les élus pourront ensuite répondre. Donc, M. Villandré, nous vous écoutons pour la première question. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une première question de Lauralie Berriot.
J'aimerais savoir si les parcs à chiens seront entretenus cet été. Il y en a plusieurs qui n'ont plus de gravier et dont les installations sont désuètes. Considérant la hausse de propriétaires de chiens, il serait intéressant d'y porter une attention. Merci. Merci, Madame Berriot, pour votre question. Je tiens à réitérer que c'est l'objectif de l'arrondissement de faire des travaux dans nos 5 aires d'exercice canin, nos parcs à chiens cet été. On en saura plus là, au prochain conseil d'arrondissement si nous pouvons voter un contrat ou pas en ce sens. Mais s'il y a est-ce qu'il serait possible de faire de tels ajouts cet été, en termes de gravel? Je passe la question à notre directeur des travaux publics, Monsieur Brosseau. Est-ce que vous pourriez compléter si c'est possible de rajouter de la gravel cet été? Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, il faudrait que Mme Berriot nous dise quel parc à chiens, où est-ce qu'il y a un problème. Donc, nous, on pourrait prendre contact avec elle si ça vous convient pour aller valider. Mais pour la question générale, est-ce qu'il y a de l'entretien qui est prévu dans nos parcs à chiens pour cet été? Oui. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Là, nos équipes du service des parcs vont travailler pour les entretenir adéquatement. Mais on peut prendre contact avec Madame pour valider exactement lequel aurait besoin, selon elle, de gravel. Est-ce qu'un échéancier de 2 semaines pour contacter Mme Berriot serait suffisant, Oui. M. Brosseau? Oui, pas de problème. D'accord. Donc, Mme Berriot, on va vous revenir. On a vos coordonnées et vous allez pouvoir nous expliquer plus spécifiquement les enjeux et on pourra vous donner davantage de détails sur ce qui est prévu pour les travaux cet été. Deuxième question, s'il vous plaît. Oui, question de M. Alain Rioux. Envisagez-vous de prioriser le projet de logement social de la rue Sherbrooke, à côté du Subway, dans Mercier-Est? Des rumeurs sont à l'effet que le projet du Pro Gym sur Hochelaga pourrait être priorisé, comme le projet d'habitation sur l'ancien terrain de Goyette Automobile. Je vais répondre, M. le maire, si vous voulez. Alors, j'ai parlé avec M. Rioux la semaine dernière. Alors, bonsoir, M. Rioux. Écoutez, je n'ai pas eu le temps de vous rappeler, là, mais pour nous, c'est une priorité. Le projet d'Étoile Mercier avec les 92 logements prévus sur notre Sherbrooke, évidemment, nous voulons qu'il aille de l'avant. Donc, ça fait partie des priorités de notre administration. Donc, c'est sûr que nous, on ne mettra pas de bâton dans les roues pour que ça puisse se réaliser. Merci beaucoup, Mme Miron. Monsieur Villandré. Question de Mme Louise Marquis. Envisagez-vous d'améliorer l'accessibilité aux jardins communautaires afin que l'usage de ces jardins ne profite pas d'année en année aux mêmes personnes? Inscrite depuis 5 ans à ce rythme-là, j'aurai peut-être un terrain dans 10 à 15 ans. J'aurai alors entre 73 et 78 ans. Trouvez-vous cela équitable? Madame la conseillère de Tétroville. Oui, comme c'est un dossier que j'apprécie beaucoup, les jardins communautaires. Écoutez, je comprends que ça peut vous sembler injuste, Madame Marquis, que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui ont les jardins, mais souvent, ces personnes-là, justement, ils tiennent à leur jardinet là, en mettant de l'engrais et en faisant super attention. Donc, ça serait difficile de pouvoir le transférer à d'autres aléatoirement, là, année après année. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on refait ou lorsqu'on réaménage nos jardins communautaires, on s'assure qu'il y ait plus de jardinets comme on a fait précédemment là, pour le nouveau jardin, entre autres Clément Jeté. Et ce qu'on va faire à Dipéré dans mon quartier, là, justement, il va y avoir une trentaine de jardins supplémentaires. Donc, aussitôt qu'il y a des réfections, bon, on s'assure qu'il y ait plus, parce que la liste est très longue, donc on s'assure qu'il y ait plus de jardinets disponibles pour les personnes comme vous qui sont sur la liste d'attente. Merci, Mme Miron. Monsieur Villandré. Question de M. Mathieu Miro. Bonjour. Notre compagnie, le laboratoire d'Hermadrail, est située au 2200 rue Bennett. Tout le long de la rue de Rouen, qui longe notre bureau, il n'y a pas de trottoir. Les passants sont donc obligés de marcher sur le gazon de notre propriété. Cette situation est aussi problématique pour nos employés à mobilité réduite qui doivent marcher dans la rue pour rejoindre notre bureau.
Cette situation pose encore plus de désagréments durant l'hiver où tous nos employés sont forcés de marcher de l'autre côté du trottoir. Merci d'avance de votre attention sur ce sujet et bon conseil de ville. Merci beaucoup, M. Miro, pour votre question. Je partage votre agacement par rapport à ce dossier. Dès le début de notre mandat, là, début 2018, les élus de l'arrondissement avons demandé aux travaux publics d'étudier les différents scénarios qui nous permettraient rapidement de compléter ce trottoir sur de Rouen, côté sud, parce que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces désagréments-là, les citoyens aussi qui l'empruntent. Et si je peux faire un résumé rapide là, des scénarios qui étaient possibles, en fait, c'est présentement, ce qu'on voit, c'est du côté sud de la rue de Rouen, on a présentement les puisards de nos égouts qui sont présents. Et si on souhaitait faire des trottoirs, eh bien, soit il faudrait modifier la présence et déplacer la présence des puisards pour les rendre plus vers le centre de la rue pour faire le trottoir où est-ce qu'il devrait être, et ce qui engendrait des coûts extrêmement importants pour la simple installation d'un trottoir. Et la deuxième option qui a été envisagée, c'est de faire un trottoir à l'intérieur du parc, mais non seulement on perdrait des espaces verts, mais on perdrait probablement des arbres dans le secteur. Donc, ce serait une perte d'espace vert et d'arbres pour le trottoir. Donc, on ne trouvait pas que cette solution-là était préférable. On a même regardé la possibilité d'installer des trottoirs en bois, de regarder des affaires d'aménagement temporaire, mais dans l'exécution et particulièrement l'hiver, avoir des aménagements de bois, ce n'est pas quelque chose qui peut traverser l'hiver facilement. Donc, on est très désolé de vous dire qu'on ne prévoit pas dans les prochaines années ajouter cet élément-là, mais ajouter un trottoir sur de Rouen. Mais si on a une technologie, une technique qui nous permet de nous le faire à coût raisonnable, on va assurément le faire. Et bien sûr, lorsqu'on va refaire la rue de Rouen et où est-ce qu'on va donc toucher dans les infrastructures souterraines, incluant les égouts, on va assurément rajouter un trottoir parce qu'on trouve que ça n'a pas de maudit bon sens de ne pas avoir fait de trottoir dans cet espace-là. Et vous le savez, sur notre administration, à chaque fois qu'on refait des rues, on ne refait pas juste des trottoirs, mais on refait des saillies, on refait de la sécurisation pour les citoyens parce qu'on veut toujours encourager le déplacement sécuritaire chez nos piétons et le verdissement de nos rues. Donc, désolé pour cette réponse un peu plate, M. Miro, mais merci de nous l'avoir posée. M. Villandré? Question de M. Noël-Yves Perron. Les derniers plans de Sobeys que vous avez présentés sur Facebook au début avril ont reçu un avis favorable de la part du comité d'urbanisme. On remarque sur ce plan, tout au bout des bâtiments, entre la rue Marie-Ange Bouchard et le CPE Les Étoiles du Faubourg, un grand espace vert. On ne vous a jamais entendu sur les intentions du Conseil concernant la vocation de cet espace. Pourriez-vous nous en dire plus? Merci, M. Perron, pour votre question. C'est dans les négociations là, entre la ville et entre l'arrondissement et Sobeys, il avait été convenu que la ville acquerrait le secteur, l'espace vert, en fait, entre les bâtiments dont vous parlez et la fin du projet et la limite nord du projet de Sobeys. Cela nous permettait une certaine flexibilité pour le projet de Sobeys et nous permettait aussi de nous adapter à leurs besoins de densité commerciale. Le bon élément, la bonne chose par rapport à cet élément-là, c'est on le sait que l'arrivée d'un avis de réserve de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour le REM vient quand même brasser un peu les cartes et la planification pour ce projet-là. On y tient, on veut le faire réussir et cette bande de terrain-là que la ville planifiait acquérir, eh bien, elle pourra servir de buffer, en fait, si jamais Sobeys a besoin de
faire un déplacement vers le nord pour son terrain, eh bien, la Ville pourra laisser de l'emplacement au projet de Sobeys et ainsi réaliser le plus rapidement possible ce projet dont on a tellement hâte de voir se réaliser. Donc, cette petite portion-là va nous donner de la flexibilité avec l'arrivée du REM dans le secteur et on veut la réalisation de l'épicerie et de cette zone commerciale-là le plus rapidement possible de notre côté. Merci, M. Perron, pour votre question. M. Villandré. Question de Mme France Girard. Compte tenu de l'espace réservé par le MTQ pour le REM et pour s'assurer que le projet aboutisse très rapidement, tout l'espace commercial pourrait être bâti un peu plus au nord de la rue Sherbrooke. Pour concrétiser la volonté citoyenne, êtes-vous prêt à renoncer en totalité ou en partie au grand espace vert du plan, puisqu'il y a déjà beaucoup de verdure dans le quartier, que le projet commercial en prévoit suffisamment et que le parc Carlos d'Alcantara est à 2 pas? Sinon, quel est votre plan pour vous assurer une réalisation concrète du projet? Oui, merci beaucoup, Mme Girard, pour votre question. Un peu comme je répondais à M. Perron plus tôt, là, oui, on est très ouvert à ce que le projet de Sobeys ait un déplacement vers le nord sur la bande de terrain que la Ville planifie acquérir pour permettre une réalisation plus rapide du projet. Cela dit, Sobeys espère quand même avoir une visibilité, la meilleure visibilité possible pour son épicerie par les automobilistes qui vont rouler sur Sherbrooke. Donc, plus on recule l'épicerie, ben, moins elle est visible. Et on est en rencontre là, très active. On a rencontré la caisse, on a rencontré Sobeys depuis l'annonce de l'avis de réserve de la Caisse de dépôt et de placement du Québec sur le secteur pour trouver des solutions. Donc, présentement, on travaille le plus rapidement possible pour permettre la réalisation de ce projet et même que ce soir, on va faire la deuxième lecture de 3 pour le projet particulier de Sobeys. Question de rendre le plus rapide possible sa réalisation. Merci beaucoup, Mme Girard, pour votre question. Je vous souhaite une excellente soirée. Monsieur Villandré? Merci. Une question de Caroline Dufour. Pouvez-vous me dire s'il est normal, selon vous, que la rue Lacordaire ne soit pas nettoyée sur plus de 800 mètres, alors qu'il y a une interdiction de s'immobiliser pour l'entretien les lundis de 18h à 19h à partir du 1er avril? Côté ouest de Lacordaire, côté de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, le balai est passé à au moins 4 reprises, tandis que du côté est, MHM, aucun nettoyage. Le nettoyage sur Lacordaire, au nord de Saint-Zotique, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, toujours impeccable. Pourtant, les agents de stationnement sont présents, eux, sur la rue Lacordaire les lundis de 18h à 19h pour donner des constats d'infraction. Il s'agit d'une problématique que je rencontre à chaque printemps. Plusieurs appels au 311 et aucun changement, aucun suivi. Vais-je avoir un crédit sur mes taxes municipales puisque je ne reçois pas un service pour lequel je paye un gros montant à chaque année? Oui, merci, Madame Dufour. Écoutez, je sais que le directeur, je crois que c'est le directeur, un de nos directeurs a discuté avec vous dernièrement. Je crois que c'est Monsieur Villandré lui-même pour vous dire que à cet emplacement-là qui est problématique, c'est l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie qui est responsable de faire le balai. Je n'ai pas davantage de détails. Je ne sais pas si un membre du personnel souhaite compléter pour la suite des choses ou sinon on fera un suivi de dossier avec vous. Monsieur Brosseau, je vous laisse la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, vous avez raison. Ce tronçon-là est un tronçon qui est entretenu par l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. On a eu des communications avec eux. Ils nous ont confirmé justement qu'ils avaient cette partie-là à faire. On leur a donc demandé de s'assurer de l'entretien du tronçon. Donc, tout devrait reprendre son ordre rapidement. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Brosseau.
Madame, Madame Dufour, si vous n'avez pas eu dans les 2 prochaines semaines là, de passage, vous pouvez m'écrire par courriel personnellement, puis on fera le suivi avec l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie pour s'assurer que le travail soit fait. Donc, prochaine question, s'il vous plaît, Monsieur Villandré. Une question de 2 dames, Madame Josée Sanson et Francine Descoteaux. Bonsoir, notre question à 5 volets concerne le parc du Péry et vous demande de justifier. Premièrement, le non-respect de votre engagement de répondre par courriel aux questions répétées depuis 2019 par les résidences du Péry et l'opacité du plan final alors que les jardiniers ont bénéficié d'une présentation complète. Deuxièmement, le non-respect de votre engagement de nous informer dans un délai raisonnable du début des travaux dans le parc. Coller une simple feuille dans la porte principale de nos immeubles jeudi 22 avril vous paraissait suffisant pour des travaux qui commencent début mai. Troisièmement, le devancement des travaux par l'installation de la clôture le 26 avril, privant ainsi d'une semaine certains propriétaires qui se retrouvent dans l'embarras. Quatrièmement, où en sont les mesures de mitigation de stationnement à l'étude aux abords du parc et de la rue Sherbrooke? Cinquièmement, quand nous serons informés des plans qui respecteront vos engagements à notre égard? S'il vous plaît, respectez nos droits en collaborant avec nous. Merci beaucoup, mais je vais laisser la parole à la conseillère de Tétroville. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, Madame Descoteaux, Madame Sanson, je tiens à rectifier certains faits. En fait, il y a eu 3 rencontres qui ont été organisées à l'automne 2019 où on n'a pas non seulement rencontré les jardiniers du Jardin du Péry, mais on a aussi rencontré les résidents des copropriétés là, sur la rue Sherbrooke. Alors, donc, ça fait au moins depuis 2019 là, que les gens savent que ce projet s'en vient là parce que, de toute façon, le stationnement qui était là, au nord de la ruelle, c'était un stationnement que vous occupiez illégalement depuis une vingtaine d'années. Donc, c'était juste quand même inéquitable pour tous les autres résidents du quartier qui n'occupaient pas ces terrains-là et on voulait le rendre en parc et c'est ce que nous allons faire avec le début des travaux qui est prévu. Donc, on a voté début avril les travaux et ils ont été annoncés. Non seulement vous avez eu des avis, mais il y a aussi 2 affiches qui ont été installées en bordure du parc, qui signifie que les travaux vont débuter quand même, sont déjà débutés d'ailleurs à certains endroits. Il y a eu l'installation d'une clôture. Et donc, pour ce qui est des stationnements, il y a aussi vous avez tous et toutes une unité, un espace de stationnement en garage dans vos bâtiments. Puis, donc, c'est ça, vu que vous avez été avisés quand même depuis 2019 là, que ça sait là, que les travaux s'en viennent. L'an dernier, l'appel d'offres, il y avait eu, en fait, les contrats étaient trop élevés et on n'avait pas accordé le contrat et c'est pour ça que vous avez même eu une année de sursis. Vous avez bénéficié de ce terrain-là. Alors, c'est au syndicat de copropriété de trouver des moyens de voir comment ils pourront aménager certains espaces, bien sûr, sur votre portion légalement là, dans la ruelle privée qui vous appartient. Voilà. Merci beaucoup, Madame Miron. Monsieur Villandré? Question de Madame Annabelle Moreno. Comment comptez-vous prévenir les résidents de la rue Pierre de Coubertin qu'ils perdront leur place de stationnement avec l'instauration de la piste cyclable? Oui, merci beaucoup, Madame Moreno, pour votre question. Écoutez, là, il y a eu différents processus de consultation pour l'aménagement du projet. Dans les prochains conseils d'arrondissement, nous allons devoir voter le contrat lié à ce projet, bien sûr en espérant que les soumissions soient conformes et tout. Du moment que le projet sera confirmé par l'arrondissement en votant le contrat, eh bien, nous avons planifié aviser les résidents du secteur avec un avis écrit, donc et différentes communications. Donc, les citoyens seront bien au fait des raisons importantes pour lesquelles nous apaisons la circulation autour de nos écoles, soit la sécurité de nos enfants. Merci beaucoup, Madame Moreno, pour votre question. Monsieur Villandré.
Question de M. Henri Chenet. Monsieur Le Sablet, considérez-vous que vous avez l'acceptabilité sociale nécessaire pour instaurer une piste cyclable sur la rue Pierre de Coubertin? Oui, M. Chenet, ben, moi, ce que je considère pas du tout acceptable socialement, c'est les les dangers que vivent les enfants autour des écoles à travers le Québec. Dernièrement, on apprenait que par jour, il y avait 6 enfants qui se faisaient frapper par des voitures dans les zones scolaires à travers le Québec. 6 enfants. Et depuis que je suis maire d'arrondissement, on a eu tellement de communication par des parents qui étaient très inquiets de la sécurité de leurs jeunes en amenant les enfants à l'école. Et plus les parents, puis je vais vous expliquer aussi là, la logique, le cercle vicieux du sentiment d'insécurité autour des écoles. Lorsque les parents sentent que leurs enfants sont en danger d'aller à l'école à pied ou à vélo, ils préfèrent les y amener en voiture. Et une fois, et plus il y a de parents qui amènent leurs enfants en voiture à l'école, mais plus cela crée de la congestion. Et plus il y a de congestion, plus il y a des citoyens qui se stationnent en double, en triple, font des manœuvres dangereuses, perdent de longues minutes pour débarquer leurs enfants. Et une information qui est confirmée par nos agents des postes de quartier qui sont affiliés, qui travaillent à tous les jours autour des écoles, c'est que les mêmes parents, même s'ils sont avertis par les brigadiers, sont avertis par les policiers, sont mis à l'amende par les policiers, continuent d'avoir des comportements dangereux avec leur automobile une fois que leur enfant est débarqué. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déçues de perdre peut-être une dizaine, quinzaine de stationnements sur ce petit tronçon-là, mais je tiens à rappeler que les travaux se limitent aux abords de l'école entre Fletcher et Taillon, qu'elle permet de relier la piste cyclable Taillon jusqu'à l'école au coin de Fletcher et que la prochaine situation va être beaucoup plus sécuritaire pour nos enfants que la situation actuelle qui permet des U-turns, qui permet actuellement le débarcadère à voiture est dangereux. Et nous avons eu plusieurs commentaires positifs de la part des parents de l'école aussi lors de nos consultations avec le comité de parents. Donc, merci beaucoup, M. Chenet, pour votre question. Mais oui, nous considérons avoir l'acceptabilité sociale nécessaire pour renforcer la sécurité de nos enfants autour des écoles. Monsieur Villandré? Question de M. Samir Moldine. Une question qui porte sur le point 2009 de l'ordre du jour de ce soir. Je suis contre la potentielle perte de subvention de 200 000 pour le parc L'Alancette Nord. Avec la pandémie, l'arrondissement n'aura pas nécessairement l'opportunité d'avoir une telle subvention similaire. Veuillez expliquer avec plus de détails ce qu'il faut faire pour éviter la perte de subvention de 200 000 Oui, bonsoir, M. Muldine. C'est toujours notre volonté d'aller de l'avant avec ce projet et de préserver cette subvention de 200 000 $-là. C'est un projet qui est très intéressant. Nous avons dû, là, pour des considérations administratives, retirer le projet de l'ordre du jour de ce soir, mais nous espérons pouvoir le ramener au prochain conseil d'arrondissement. Donc, je vous invite à suivre l'ordre du jour du prochain conseil d'arrondissement et je pourrai vous donner davantage de détails sur la situation. Merci, M. Muldine, de vous préoccuper de ce beau projet dans le parc Assomption, dans le parc L'Alancette Nord. Merci beaucoup. Monsieur Villandré. Question d'un jeune auditeur, M. Clovis Barrière. Bonjour, ma question est: dans combien de temps va-t-on construire le planchodrome du parc Belle-Rive? Quand est-ce qu'il va être fini et combien mesurera-t-il? Madame Miron? Bonjour. Oui, bonsoir. J'ai même de l'aide pour répondre ce soir à monsieur Clovis. Donc, je n'ai pas la mesure exacte. Par contre, je peux vous dire que le projet de planchodrome va bel et bien débuter cet été. On attribue le contrat ce soir et donc, selon le salaire décisionnel, c'est indiqué
vers le mois de juillet et ça devrait terminer pour l'automne. Mais peut-être que nos travaux publics ont plus de détails, alors je soumets la question. Sinon, je vais trouver l'information et vous l'envoyer par courriel. Monsieur Brosseau, avez-vous cette information-là? J'en ai une partie, Mme Miron. Donc, vous avez raison, on octroie ce soir. Après ça, il faut faire pour M. Clovis, enfin pour M. Barrière. Il faut qu'on fasse nos réunions de démarrage avec l'entrepreneur. Après ça, on va commencer les travaux à partir du mois de juillet. On a 120 jours de travaux de prévus, donc on va finir au début de l'automne, si tout va bien. Pour les surfaces, on parle d'un planchodrome qui fait à peu près 30 mètres par 50 mètres. C'est irrégulier, donc ce n'est pas un rectangle, là, ça se promène un peu là-dedans. Donc, à peu près 120 mètres carrés de surface pour notre planchodrome. J'espère que ça répond à vos questions. Merci beaucoup. Alors, j'espère, Clovis, que ça a répondu à ta question. Merci, Clovis, pour ta question. On a de nombreux jeunes qui ont très hâte de voir l'ouverture de ce planchodrome. On remercie aussi Chatouille, le chat de Mme Miron, qui semble aussi enthousiaste pour ce planchodrome, en espérant qu'il soit le premier chat à skate de Tétroville. Donc, M. Villandré, prochaine question. Question de Mme Myriam Roy. Le sujet, la circulation dangereuse sur Radisson. J'habite la rue Radisson depuis 1 an. J'ai constaté le changement de séquence de la lumière à la jonction de la rue Radisson et du boulevard des Galeries d'Anjou. La circulation est folle. Ma sœur est venue nous visiter la semaine dernière. Elle a 2 jumeaux d'1 an et demi. Nous traversions la rue et un véhicule passant à grande vitesse a failli nous écraser. Ma sœur n'a pas voulu venir cette semaine car elle a peur de marcher avec les jumeaux sur ma rue et alentour. Avant ce curieux changement, la rue était plus sécuritaire. Pourriez-vous faire quelque chose pour sécuriser la rue? Dans les conditions actuelles, cela me donne le goût de déménager en banlieue. Oui, merci beaucoup, Mme Roy. Écoutez, il y a des citoyens qui nous ont posé la question aussi au dernier conseil d'arrondissement. Nous planifions étudier la question au comité de mobilité de l'arrondissement. Donc, j'entends vos préoccupations. Je suis très sensible. J'aime pas ce que j'entends des enjeux de circulation, que la vitesse est rapide, que c'est difficile pour une jeune famille de traverser la rue. Donc, on va se pencher là-dessus avec grand sérieux. Je ne peux pas vous dire à quel moment le point devrait être étudié. Je ne sais pas. Donc, d'après moi, soit le comité mobilité de mai ou de juin, on pourra se pencher là-dessus et on essaiera de vous revenir ensuite. Merci beaucoup, Mme Roy, pour votre question. Puis, on va faire un suivi avec vous après le prochain comité mobilité. Question maintenant de M. Mathieu Saint-Laurent. Le processus pour la délivrance de permis et début de la construction de l'immeuble de la rue Sherbrooke au coin de Aubry, HLM, a été plutôt rapide. Étant un résident qui habite non loin de cette construction, est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à un plan d'implantation de ce bâtiment? Car un immeuble de 6 étages, s'il est construit dans les marges minimum, ce sera extrêmement envahissant pour les résidents de la rue Duchesneau et de la rue Jacques-Paulé. Est-ce qu'il y aura un lien ou un accès à la rue Duchesneau? De plus, la construction est arrêtée depuis quelques semaines car selon ce que j'ai entendu dire, c'est sur le roc. Quelles sont les solutions envisagées pour ce projet? Car s'il décide d'enlever les stationnements ou d'ajouter un étage de plus, ce n'est rien de bon pour les résidents à proximité. Madame Miron? Oui, Monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord dire à Monsieur Saint-Laurent que ce n'est pas un HLM, mais c'est plutôt un organisme qui s'occupe des aînés. Donc, ce sera 92 logements sociaux qui sont affiliés au Toit de Mercier, qui sont donc la première. Il y a déjà un bâtiment là, de 7-8 étages là, sur la rue Hochelaga face au parc Saint-Victor. Et donc, c'est le même groupe qui va gérer l'immeuble qui va être bâti sur la rue Sherbrooke, à côté du Subway, là, entre le bâtiment de la CSQ donc, et le Subway. Il n'y a pas de sentier qui est prévu d'être aménagé, malheureusement, jusqu'à la rue du Chêneau. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Malheureusement, il n'y avait pas de moyen de préserver un sentier là. Et donc, pour ce qui est du ROC ou des travaux qui seraient arrêtés, en fait, le promoteur a commencé à faire des travaux préliminaires, mais je ne crois pas que, en tout cas, à ce qu'on sait, là,
Il n'y a pas eu de permis encore de délivrer. C'est probablement de la décontamination du terrain qui est fait en ce moment. Et pour l'instant, on n'a aucune indication qui nous dit que les stationnements ne se feront pas, puis à cause qu'il y a du roc, que ça ne pourra pas être fait, là. Donc, je peux aller chercher d'autres nouvelles plus amples, là, mais pour l'instant, on n'a pas d'indication ni de l'entrepreneur, ni du groupe de ressources techniques qui s'occupe, qui est chargé de projet dans ce dossier, qui nous dit que le projet ne se fera pas tel qu'il est prévu. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Villandré? Question de Anne-Gaëlle Habib. Monsieur le maire, comme vous le savez, la ville-centre a changé. Il y a environ 6 à 8 semaines, la séquence de la lumière à la jonction de la rue Radisson et du boulevard des Galeries d'Anjou, en augmentant le transit sur la rue Radisson. Nous avons 2 enfants qui utilisent la piste cyclable et plusieurs jours par semaine, je dois poser un triangle rouge sur la piste cyclable pour ralentir la vitesse des autos. J'ai commencé ça il y a 2 semaines et déjà mon triangle a été écrasé par des véhicules à 3 reprises. J'ai peur pour mes enfants et pour ceux du quartier. Des citoyens vous ont questionné sur le sujet au dernier conseil d'arrondissement et rien n'a changé. S'il vous plaît, intervenez auprès de la ville-centre pour remettre une séquence de 5 secondes au vert afin de diriger le trafic ailleurs, comme c'était auparavant, et ainsi garantir la sécurité de mes enfants. S'il vous plaît, sécurisez cette piste cyclable comme vous le faites sur d'autres rues dans le quartier. Oui, merci beaucoup, Madame Habib, pour votre question. Je vais répondre la même chose que j'ai répondu à Madame Roy un peu plus tôt. La situation m'apparaît pas du tout acceptable selon ce que j'entends de la part des citoyens. En effet, on a été questionné là-dessus au dernier conseil d'arrondissement. Nous allons étudier cet enjeu-là, idéalement au au comité mobilité du mois de mai. Sinon, ce sera fait au mois de juin. Je ne pense pas pouvoir régler l'enjeu là, dans une question de semaine, mais toutefois, on va essayer dès cet été d'amener des aménagements si c'est possible, parce que surtout, là, il y a le parc Radisson qui est un chouette petit parc dans le secteur. C'est familial. Il y a aussi des aînés dans le secteur et on veut s'assurer que le respect du 30 km/h soit effectué et dans les rues résidentielles, que ce soit, il y a un sentiment sécuritaire. Donc, on va voir à quel moment est-ce qu'on va être capable d'étudier au comité mobilité, est-ce que ce sera celui du mois de mai ou du mois de juin, mais on va vous recommuniquer après l'étude du dossier. On garde en note vos coordonnées, Madame Habib. Merci beaucoup pour votre préoccupation pour la sécurité de notre secteur. Monsieur Villandré? Une question de Mme Julie Antoine. Quand allez-vous intervenir pour limiter les excès de vitesse dans les zones de 30 km/h ainsi que les véhicules qui roulent sur les pistes cyclables? En tant que résidente et citoyenne, mère de 2 enfants, vivant devant un parc ainsi qu'une piste cyclable, il est essentiel de vous partager mes inquiétudes quant au non-respect de la limitation de vitesse ainsi que du corridor réservé aux vélos. Cela fait plusieurs fois que nous faisons, moi et d'autres citoyens, des plaintes à la ville, à votre arrondissement, et rien n'est fait. Quand allez-vous intervenir? Merci. Oui, merci, Madame Antoine. Écoutez, ce qu'on réalise en général dans les enjeux de sécurité routière, là, tantôt on me posait la question sur la sécurité autour des écoles, même la présence policière autour des écoles souvent ne suffit pas pour changer les habitudes et parfois même on parle de parents qui sont venus porter leurs enfants eux-mêmes à l'école, qui ont à répétition des comportements dangereux avec leur automobile. Donc, on va bien sûr partager la situation avec le poste de quartier pour que ce soit, pour qu'il puisse assurer une certaine présence. Ça, on va s'en assurer, mais il faut aussi être conscient que ce qui va changer de façon pérenne, de façon permanente, les habitudes des gens, c'est si on est capable d'installer, de modifier l'expérience du conducteur pour qu'il réduise
sa vitesse en ajoutant des aménagements, que ce soit des pots de fleurs, que ce soit des dos d'âne, que ce soit de la signalisation. Donc, on va tout analyser tout ça dès que possible dans le cadre de notre comité de mobilité, soit au mois de mai, soit au mois de juin, et on vous recontactera suite à l'analyse de ce dossier. Merci beaucoup pour votre mobilisation pour la sécurité dans le secteur. Monsieur Villandré. Question maintenant de Samuel Carbonneau. Bonjour, la présente question s'adresse à Monsieur le maire, Monsieur Lassablet. Les gens en situation de précarité et d'itinérance dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont des citoyens et des citoyennes à part entière de l'arrondissement. Ce sont des humains comme vous et comme tout le monde. Des campements de fortune se multiplient sur l'île de Montréal et dans l'arrondissement. Un avis d'expulsion a même été envoyé aux gens demeurant au campement Hochelaga. À ce jour, vous n'avez posé aucun geste concret afin d'aider ces citoyens de votre arrondissement. Resterez-vous dans l'ignorance du problème et dans l'observation seulement une autre année supplémentaire? Ma question, Monsieur le maire, est la suivante. Que comptez-vous faire concrètement pour aider ces personnes qui sont aussi vos citoyens? Oui, merci beaucoup, Monsieur Carbonneau, pour votre question. Écoutez, je pense que l'itinérance a eu un rôle très important dans nos actions de notre administration depuis le début de notre mandat. Il y a eu plusieurs gestes concrets sous notre administration pour soutenir l'itinérance. Au niveau de la ville, en seulement 3 ans, c'est plus de 1000 places qui ont été créées pour les itinérants avec des projets de logements sociaux. Au niveau de l'arrondissement, il y a des projets sur lesquels j'ai moi-même beaucoup poussé, moi-même et M. Caldwell, de logements sociaux qui ciblent particulièrement les gens à risque d'itinérance. On en a 3, en fait, qu'on a été capable de développer à travers, depuis le début de notre mandat en 2017. En fait, 3 qui me viennent en tête, peut-être même plus, là, mais on a le 3629 rue Sainte-Catherine, un projet unique au Québec, un projet innovateur, où est-ce qu'on reprend une maison de chambre, on socialise une maison de chambre et on va vraiment amener une quinzaine de gens à habiter dans ce secteur-là pour créer un nouveau type de maison de chambre respectueux des besoins et qui va permettre une cohabitation saine avec le voisinage. On a 2 beaux projets de logements sociaux, un qui a été réalisé dans l'église Saint-Victor et un qui est en voie de réalisation sur Notre-Dame, pas trop loin de Georges V. Et c'est 2 projets qui ciblent les itinérants de 50, les aînés à risque d'itinérance. 2 beaux projets de l'organisme Pas de la rue. Et bien sûr, dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu de nouveaux besoins et une augmentation du nombre de sans-abri dans la ville. L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en a fait énormément, que ça a été des aménagements temporaires là, au parc La Lancette, à l'aréna Francis Bouillon, à l'aréna Maurice Richard, mais aussi des installations qui sont encore présentes aujourd'hui au centre Pierre Charbonneau et au YMCA Hochelaga, dans l'ancienne aréna et désaffectée et dans ces bâtiments de gymnase et administratifs. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous que les itinérants sont eux aussi citoyens et on doit faire des efforts avec eux. Et c'est pour ça qu'on pousse tellement pour le logement social à travers la ville, entre autres avec notre règlement pour une métropole mixte. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'on sait qu'au cœur de la crise d'itinérance, c'est aussi une crise de l'habitation et du logement social. On en a besoin de plus à Montréal et on travaille dans ce sens-là en espérant que Québec et Ottawa financent le plus possible ce type de projet-là parce que les sommes viennent généralement de Québec et Ottawa. Merci beaucoup pour votre question, M. Villandré. Question de M. Francis Huot.
Bonjour, les parcs étant pour de nombreuses personnes résidant dans MHM les seuls endroits où profiter du beau temps, l'accès à des toilettes est important. Or, dans les parcs près de chez moi, notamment les parcs Saint-Aloysius et la Lancette, l'accès aux toilettes des chalets de Pâques est restreint. Pourquoi les toilettes des chalets de Pâques ne sont-elles pas accessibles, comme c'est le cas, par exemple, au parc Laurier ou au parc La Fontaine? S'il n'est pas possible de rendre accessibles les toilettes des chalets de Pâques, le Conseil pourrait-il envisager d'installer des toilettes chimiques dans les parcs, comme c'est le cas au parc Jarry notamment? Pour les personnes qui n'ont pas de cour ou de grand balcon, les parcs sont les seuls endroits où il est possible de passer du temps à l'extérieur. Cela dit, sans toilette, il est difficile d'en profiter. Merci à l'avance de l'attention portée à ma question. Merci beaucoup, M. Huot. Pour, je vais faire la vérification là, par rapport aux heures d'ouverture de Chalet de Parc pour ce printemps. Je n'ai pas exactement les réponses là, pour les heures d'ouverture estivale et à quel moment est-ce que les heures d'ouverture commencent. Donc, on va vous revenir là. Pour ce qui est du parc La Lancette aussi, il y a un enjeu. Généralement, on l'ouvrait en collaboration avec un organisme communautaire qui animait le parc. Là, maintenant, les organismes communautaires peuvent difficilement faire des animations dans les parcs. Donc, on va vous revenir là, à l'écrit pour avoir davantage, pour spécifier les heures prévues d'ouverture de chalets pour ce qui est des parcs Saint-Aloysius et la Lancette. Puis je vais moi-même m'informer auprès de ma direction, savoir où est-ce qu'on en est en termes d'heures d'ouverture et à quel moment est-ce qu'on va tomber en mode heure estivale. Donc, merci pour votre question, Monsieur Huot. En effet, on veut le plus possible ouvrir nos toilettes de chalet de parc pour que les gens profitent de nos parcs. Puis on le sait que cet été, les gens vont encore beaucoup profiter de nos parcs. Monsieur Villandré? Question de M. André Desmarais. Objet, la sécurité des enfants et la qualité de vie. Monsieur le maire, il y a eu vers 2003 une entente entre l'arrondissement de Mercier et celui d'Anjou pour éliminer le transit des véhicules au sud de la rue Beaubien sur le boulevard des Galeries d'Anjou. La raison, la sécurité des enfants de l'école des Roseraies et la qualité de vie des résidents des rues Radisson et des Gros-Alliers. En effet, à l'époque, tous les matins de classe, il fallait un véhicule de la police sur place pour réguler la circulation. La Ville de Montréal a installé une lumière à la jonction de la rue Radisson et du boulevard des Galeries d'Anjou, et sur un cycle de 90 secondes, la lumière était verte 5 à 6 secondes, limitant ainsi le passage de 4 voitures par cycle. Cela a réduit le trafic de transit. Comme vous le savez, le cycle a été changé cavalièrement il y a 6 à 7 semaines, avec comme problématique une insécurité sur la piste cyclable et pour les piétons. S'il vous plaît, intervenez rapidement. Merci. Oui, merci, M. Légaré. Je pense que c'est la 4e question sur le même enjeu, là, mais je vais vous répondre très rapidement quand même. Comme j'ai dit aux 3 citoyens précédents, nous allons étudier cet élément-là au comité mobilité, soit du mois de mai, soit du mois de juin, et nous vous recontacterons personnellement là, pour dire quel est l'avancement du dossier, mais je comprends qu'il y a un enjeu. Nous allons l'étudier sérieusement parce qu'on veut que nos rues locales et nos rues résidentielles soient respectées par les automobilistes et on ne souhaite pas que des rues locales deviennent des rues de transit. Donc, merci, monsieur Desmarais, pour votre question. Monsieur Villandré? Question de M. Steve Légaré. Considérant le grand achalandage au parc Carlos d'Alcantara, pique-nique en groupe, food truck, fête d'enfants, etc., les poubelles se remplissent rapidement et débordent. Avec les grands vents que nous connaissons au Faubourg Contrecoeur, ces déchets sont ensuite éparpillés dans le parc, malheureusement. Bien qu'à plusieurs reprises, des citoyens ont fait des demandes au 311 pour augmenter la capacité des poubelles, rien n'a changé. Une corvée citoyenne est organisée annuellement, mais c'est décourageant de voir que ces efforts sont gâchés par un manque de poubelles. Il faudrait un engagement clair des élus afin d'augmenter la capacité des poubelles, surtout celles autour du bâtiment du parc Carlos d'Alcantara, et ce avant l'été 2021. C'est à cet endroit où l'achalandage est le plus grand, évidemment avec les modules de jeu, les jeux d'eau, etc. À titre d'exemple, des poubelles plus grandes ont été installées à la promenade Belle-Rive. Merci pour votre compréhension. Oui, merci, Monsieur Légaré. En fait, généralement, ce qu'on perçoit là, à travers la ville de Montréal, c'est que oui, on peut
même s'il y a un agrandissement des poubelles, généralement, les gens qui manquent de civisme dans le secteur, qui ne respectent pas la propreté du secteur, ça n'amène pas nécessairement des résultats espérés, en fait. On sait que ce qui est arrivé là, de façon bien sincère et transparente, M. Légaré, c'est que depuis la COVID, en fait, il y a eu une augmentation majeure de l'utilisation de nos parcs et on n'a pas eu une augmentation majeure du nombre d'employés à la propreté dans nos parcs. Donc, on n'a pas eu d'embauche majeure de col bleu non plus parce que la ville se devait de respecter un certain régime financier parce que, entre autres, ben, on a souhaité ne pas augmenter les taxes des citoyens au dernier budget. Donc, on n'a pas eu d'augmentation de col bleu pour la propreté, mais on a eu une forte augmentation de l'utilisation de nos parcs. Il y a quand même eu un travail d'optimisation des ressources de la part de nos travaux publics pour voir comment est-ce qu'on ne peut pas réorganiser les ressources pour passer plus souvent et cibler les problématiques particulières. Donc oui, on passe plus souvent, on va passer plus souvent cet été pour ramasser les poubelles sur les rues commerciales et dans nos parcs cet été, mais est-ce que cela va combler 100% des problèmes? Je ne le sais pas. Je ne peux pas le garantir présentement. Donc, M. Légaré, moi, ce que j'aurais tendance aussi à vous dire, c'est ben, si vous voyez un enjeu, vous pouvez le signaler au 311. Ça va être rapidement acheminé comme information à nos équipes des travaux publics. Je vous encourage aussi à utiliser l'application sur votre téléphone. Souvent, ça permet d'éviter un 5 minutes d'attente au téléphone au 311. Vous pouvez simplement l'envoyer avec votre application en seulement 1 minute ou 2 pour que l'information soit transmise rapidement à nos travaux publics pour qu'on puisse venir vider les poubelles. Et il y a aussi un élément de civisme, là, dans le sens que je pense les gens doivent comprendre que juste jeter les poubelles à côté des poubelles en se disant les cols bleus vont les ramasser, ce n'est pas nécessairement l'idée du siècle. Je pense que lorsque la poubelle est pleine, mais un citoyen qui constate que la poubelle est pleine, mais s'il était capable d'amener une boîte de pizza au parc, bien, il est capable aussi de repartir avec cette boîte de pizza-là et de la récupérer ou de la jeter chez lui. Je ne pense pas qu'il va avoir ses droits vont être lésés dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a une responsabilisation aussi citoyenne à avoir parce que, bien sûr, nos parcs sont extrêmement plus utilisés avec la situation actuelle du COVID. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 311, M. Légaré, si vous voyez des débordements. On va essayer d'agir le plus rapidement possible. On tente de s'adapter du mieux possible sans avoir davantage de ressources et on espère que les citoyens vont agir avec le plus de civilité possible. Merci, M. Légaré. M. Villandré? Question de Mme Annie Saint-Amand, une question qui porte sur le point 40.15 de l'ordre du jour de ce soir. Quelle est l'utilité de poursuivre l'adoption du projet particulier PP 270305 en vue d'autoriser la réalisation du projet commercial au Faubourg Contrecœur, sachant maintenant qu'il y a un avis de réserve foncière sur une partie du lot? Cet avis de réserve ne rend-il pas le projet irréalisable dans sa forme actuelle? Le fait que l'administration poursuit l'adoption de ce projet particulier nous permet-il de croire que malgré tout, le promoteur Sobeys pourra obtenir son permis de construction? Autrement dit, quelles sont les prochaines étapes jusqu'à l'arrivée concrète de commerce dans le Faubourg Contrecœur? Oui, merci, Mme Saint-Amand, pour votre question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet particulier est lié à des règlements qui sont modifiés pour un projet particulier. Donc, lorsqu'on vote un projet particulier, on ne vote pas nécessairement l'implantation sur le territoire, mais on vote les dérogations au règlement. Donc, l'utilité de poursuivre l'adoption du projet particulier, c'est que si le projet de Sobeys pourrait
à cause du REM de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le projet de particulier, le projet de Sobeys, pardon, excusez-moi, l'implantation du projet pourrait être modifiée, mais le projet particulier, lui, que nous continuons de voter ce soir, pourrait être le même. Donc, son utilité de faire une deuxième lecture ce soir, c'est de rendre le plus rapide possible l'octroi de permis auprès de Sobeys. Donc, je pense que vous partagez avec moi ce désir que le projet de réalisation de l'épicerie se fasse le plus rapidement possible. C'est dans ce sens-là que nous travaillons à l'arrondissement. Et donc, voilà l'utilité du projet. Et je vous remercie pour votre question. Question maintenant de M. Boris Laroche. Quand est-ce que vous allez augmenter les places de stationnement sur la rue de Marseille, près de l'Angelier? Oui, merci, M. Laroche. Présentement, il n'y a pas de projet pour augmenter le nombre de places de stationnement au coin de Marseille et l'Angelier. Si nous avons des demandes de la part des commerçants d'ajouter des zones de stationnement commercial dans le secteur, nous allons l'étudier avec grand sérieux. Voilà. Merci, M. Laroche. Question maintenant de M. Tommy Haïdar. J'aimerais savoir en quoi est-ce que le sens unique de la rue de Marseille avantage les résidents et les entreprises du quartier. Tous les commerces perdent du parking ainsi que les résidents. Merci, M. Haïdar, pour votre question. La mise à sens unique sur de Marseille a un avantage majeur pour le quartier. Il permet l'apaisement de cette rue-là et la création d'un axe cyclable sécuritaire pour les gens de Mercier-Ouest. En fait, cette piste cyclable-là permet en fait aux gens du quartier d'avoir en vélo de façon sécuritaire accès soit à Hochelaga-Maisonneuve, soit à Tétroville. Et l'apaisement de circulation aussi est fortement apprécié par les gens qui fréquentent, par exemple, le parc Saint-Donat et les aînés qui utilisent beaucoup la rue de Marseille entre l'église Saint-Donat jusqu'au centre d'achat. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un parcours des aînés actuellement qui, sur Marseille, qui nous permet de déminéraliser le secteur, enlever de l'asphalte, planter des fleurs, planter des arbres et ajouter des bancs pour que les aînés puissent s'y asseoir. Donc, les avantages sont nombreux. On doit aussi garder en tête qu'au coin de l'Angelier, eh bien, la rue de Marseille est à une rue seulement de Sherbrooke, qui est une rue importante pour le trafic automobile. Donc, les voitures peuvent aisément se déplacer en étant aussi proche de Sherbrooke. Et avec aussi l'augmentation de nouvelles résidences au secteur, cette densification-là résidentielle va aussi profiter au commerce de proximité puisqu'il va y avoir plus de potentiels clients. Merci beaucoup, M. Haïdar, pour votre question. Question maintenant de Ghassan Haïdar. J'aimerais savoir, en tant que commerçant situé sur la rue de Marseille, pourquoi une pétition signée par les propriétaires de commerce situés sur la rue de Marseille et leurs clients a été ignorée complètement alors que de l'aide était seulement demandée. Oui, merci, M. Haïdar, pour votre question. Écoutez, le seul élément que je vois qu'il est possible de bonifier, c'est l'ajout de zones de stationnement commercial sur les rues transversales à de Marseille. C'est quelque chose que nous sommes prêts à étudier si telle est votre demande. On a eu une rencontre là, avec une dizaine de commerçants il y a à peu près, j'ai oublié un petit peu la date, là. Il y a à peu près 2 mois, je crois, 6-8 semaines. Donc, si vous avez des demandes d'ajout de stationnement commercial sur les rues de Marseille, vous pouvez nous les faire parvenir, puis on va les étudier avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre question. Question de Mme Ginette Malo. Heureuse de constater que l'adoption du règlement sur les nuisances RCA 2027001 est en cours car il y a en effet eu abus par certains propriétaires.
À l'avenir, les propriétaires qui ne peuvent mettre la neige sur leur terrain privé devront se munir d'un permis pour disposer de la neige sur le domaine public avant le début du déneigement de la ville, avec des restrictions de lieu comme les bornes d'incendie et les arrêts de bus. Je me questionne sur la notation suivante pour les restrictions, de manière à bloquer une entrée d'un terrain autre que celui d'où provient la neige. Est-ce que cela inclut l'interdiction de laisser un barrage de neige en pleine ruelle? L'hiver dernier, des propriétaires sans scrupules ont érigé un barrage de neige de 6 pieds, photo transmise le 22 mars, en pleine ruelle qui empêchait toute circulation pour les travailleurs ou les riverains. Vivement le retour du respect et du civisme. Monsieur le maire, je vais répondre, si vous voulez, à Mme Malo. Puisque je l'ai appelée, puis je suis allée voir de visu, là, qu'est-ce qui se passait dans sa ruelle. En effet, oui, Mme Malo, ça va inclure ce que vous venez de dire, là, le retour du civisme, en fait. L'entrepreneur en déneigement ne pourra pas verser la neige dans la ruelle. Il devra soit la ramasser ou se prémunir d'un permis, là, donc acheter le permis qui lui permettra de mettre la neige quelques heures avant le passage de nos équipes sur la rue. Alors, voilà, je vais vous envoyer le libellé par courriel. Mais je pense que vous l'avez déjà lu, mais bref, je vais vous l'envoyer quand même. Merci beaucoup, Mme Miron. Monsieur Villandré? Oui, une dernière question qui sera présentée ce soir. Donc, une question de M. Alexandre Delille. Lors de la séance du 6 juillet 2020, les membres du conseil d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont adopté à l'unanimité l'implantation d'un sens unique sur certaines parties de la rue de Marseille. Sa mise en application à l'automne 2020 a créé plusieurs problèmes de sécurité. Les plus importants sont l'augmentation de la circulation sur l'avenue K de Coubertin, où 3 écoles sont situées, sur la rue du Trianon et sur la rue Anne-Hébert, ainsi que par l'augmentation de la pollution automobile suite au trajet plus long des véhicules circulant dans tout le secteur. En tant que résident du secteur impacté, je circule le plus souvent à pied et en vélo et je dois me résoudre à vous signifier que la mise en place de la piste cyclable et du sens unique ont impacté négativement la sécurité sur la rue de Marseille. Maintenant, comment allez-vous régler les problèmes que vous avez créés? Merci beaucoup, M. Delille. En fait, je tiens à rappeler là, que l'implantation d'un axe cyclable sur la rue de Marseille était au plan de transport de la ville depuis 2008 et que depuis donc depuis une douzaine d'années, on considérait comme essentiel de créer un espace qui connecterait les 3 quartiers de l'arrondissement de façon efficace, sécuritaire, rapide pour les gens qui choisissent un autre mode de transport que la voiture. Cela dit, c'est possible que certains aménagements aient des impacts qui n'ont pas été prévus, en fait. Vous soulevez certaines situations sur Pierre de Coubertin, Trianon, Anne-Hébert. Ce que je vous encouragerais de faire, M. Delille, c'est de me partager par courriel les éléments les enjeux de sécurité spécifiques avec les endroits clairement indiqués où est-ce qu'ils arrivent et avec nos équipes du comité mobilité et des travaux publics, on pourra vérifier les enjeux de sécurité que vous soulevez et voir comment est-ce qu'on peut sécuriser le secteur parce qu'on veut que tous les citoyens, particulièrement ceux qui sont plus vulnérables à pied ou à vélo, puissent se transporter de façon sécuritaire. Donc, j'attends votre courriel avec davantage de détails, s'il vous plaît, Monsieur Delille. Merci beaucoup pour votre question. Cela terminerait donc le point 10.05 et 10.06 de la période des questions. Je sais que certaines questions n'ont pas été répondues ce soir puisque notre règlement nous limite à 3 questions sur le même sujet. Mais on est bien conscient là, que nous n'avons pas répondu aux questions de Madame sur les feux de circulation
sur la rue Radisson, la sécurité sur Radisson, on a Mme Miro, pardon, Monsieur Pierre Junior Isabelle, sur de Marseille, Mme Robert, Mme Bernard, Mme Michel et Messieurs Perrault et Boilem, mais je vous remercie de nous avoir envoyé vos questions. Je cède maintenant la parole à Mme Tocheva pour la suite de la séance. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, le point 1006, approuver les procès-verbaux des séances du Conseil d'arrondissement tenues les 6 et 15 avril 2021. Je propose d'appuyer par M. Caldwell. 1007, déposer les rapports de consultation écrite tenus du 14 au 28 avril 2021. Je propose d'appuyer par M. Caldwell. 2001, accorder une contribution financière de 15 000 $ pour l'année 2021 à la table de quartier Hochelaga Maisonneuve dans le cadre d'un projet de médiation culturelle au Square des Airies pour la période de 17 juin au 11 septembre 2021 et approuver la convention à cet effet. Affecter une somme de 15 000 $ du surplus de l'arrondissement à cette fin. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.02. Accorder une contribution financière de 130 249 $ à la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve pour l'année 2021 en vertu du règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.03. Accorder une contribution financière de 60 000 $ à l'Association des commerçants de Tétroville pour la réalisation d'une série de programmes et d'initiatives visant à soutenir les commerçants affectés par la seconde vague de la COVID-19 et approuver la convention à cette fin. Je propose d'appuyer par Mme Miron, 20.04. Accorder une contribution financière de 55 000 $ à la Société de développement commercial Hochelaga Maisonneuve pour soutenir la réalisation de son plan de développement du commerce durable et de l'achat de proximité et approuver la convention à cette fin. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.05. Approuver les conventions entre la Ville de Montréal et les 10 organismes désignés dans le sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de la politique de soutien financier pour l'année 2021. Accorder une contribution financière totale de 104 231 $ pour la réalisation de divers projets et autoriser une affectation du surplus de l'arrondissement au montant de 82 735 $ afin de couvrir la portion qui est non prévue au budget 2021. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.06. Approuver la convention de service entre la Ville de Montréal et l'organisme Il y a quelqu'un, le bourg du mur, pour le projet de verdissement de carrés d'arbres et de bacs de plantation sur certaines artères commerciales pour l'année 2021 et autoriser une dépense totale de 100 000 $ 66 et 59 taxes incluses. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.07. Approuver la convention entre la Ville de Montréal et l'organisme Petit Bonheur Diffusion culturelle dans le cadre du Fonds Diversité et Inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables pour l'année 2021 et accorder une contribution financière de 4 000 $. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 20.08. Approuver la convention addenda entre la Ville de Montréal et l'organisme SAS, Laboratoire de création, pour la modification du projet dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Je propose d'appuyer par M. Caldwell. 20.09 étant retiré, nous passons à 20.10. Attribuer à la firme Lanco Aménagement Inc. un contrat de 1 633 018 et 67 taxes incluses pour les travaux d'aménagement d'une aire de planche à roulettes au parc Honoré-Mercier, conformément au document de l'appel d'offres public 2020-003P et autoriser une dépense de 1 973 120 $ et 54 taxes incluses.
Je propose appuyé par Mme Miron, 20.11. Attribuer à l'entreprise Solutions Graffiti Inc. un contrat de 239 607,90 taxes incluses pour les services de repérage et d'enlèvement des graffitis pour les années 2021 à 2022, conformément au document de l'appel d'offres public 21-18-736 et autoriser une dépense de 239 607,90. Je propose appuyé par M. Caldwell, 20.12. Attribuer à la firme DG3A Inc. un contrat de service professionnel en architecture et ingénierie de 80 252,55 taxes incluses pour réaliser des études préparatoires liées à la réalisation du projet d'aménagement du centre communautaire Hochelaga, conformément au document de l'appel d'offres sur invitation 2020-046I et autoriser une dépense totale de 161 275,43 $. Je propose appuyé par M. Caldwell, 20.13. Attribuer à la compagnie Maçonnerie Renneville et Frères Inc. un contrat de 1 554 559,73 taxes incluses pour les travaux de réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment de la Maison de la Culture, Maison Neuve et autres travaux connexes, conformément au document de l'appel d'offres public 2021-007P et autoriser une dépense totale de 1 839 482,30 taxes incluses. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.01. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme aquatique de la Ville de Montréal, volet mise aux normes 2021-2025, et autoriser M. Stéphane Brosseau, directeur de la Direction des travaux publics, à signer tout engagement relatif à cette demande. Je propose appuyé par Mme Miron, 30.02. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme aquatique de Montréal, volet mise aux normes 2021-2025 pour le projet de réfection et mise aux normes phase 2 de la piscine Pierre-Lorange et autoriser le directeur d'arrondissement à signer tout engagement relatif à cette demande. Je propose appuyé par M. Caldwell, 30.03. Affecter une somme de 500 000 $ du surplus de l'arrondissement à la division des parcs et horticulture pour l'embauche temporaire d'employés, l'achat de végétaux et de logiciels, l'aménagement d'une jotte et d'une salle de culture et d'autres dépenses en lien avec le verdissement pour l'année 2021. Je propose appuyé par Mme Miron, 30.04. Approuver la liste des projets à inscrire sur le bulletin de vote citoyen qui sont susceptibles d'être mis en œuvre sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre du budget participatif de Montréal. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.01. Adopter le règlement modifiant le règlement sur l'occupation de domaine public à l'égard de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de préciser les normes relatives à l'implantation des cafés-terrasses. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.02. Adopter le projet de règlement sur les nuisances de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.03. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin d'augmenter la superficie des cafés-terrasses et de modifier la définition du terme sous-sol. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.04. Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la ville métropole du Québec, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 1 882 222 localisé entre les rues Sainte-Catherine-Est et Adam. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.05.
demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole de Québec, un règlement autorisant l'occupation d'une résidence pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 1 508 465, localisé entre les rues La Fontaine et Notre-Dame-Est. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.06. Autoriser l'occupation du domaine public pour divers événements et dicter des ordonnances permettant la fermeture de rues, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la consommation et la vente de nourriture et de boissons alcooliques ou non alcooliques, ainsi que la vente d'articles promotionnels reliés à l'événement pour l'année 2021. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.07. Édicter une ordonnance visant l'implantation d'arrêts obligatoires aux approches est et ouest à l'intersection de la rue Cyrier et de l'avenue Pierre de Coubertin, ainsi qu'à l'intersection de la rue Massicotte et de l'avenue Pierre de Coubertin. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.08. Édicter une ordonnance visant la fermeture partielle à la circulation du côté ouest de la rue Baudouin entre le 85-95 rue Tiffin et le 53-42 rue Ballois et l'instauration d'arrêts obligatoires aux approches est et ouest de l'intersection des rues Baudouin et Tiffin. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.09. Édicter 2 ordonnances visant la fermeture à la circulation de la rue Joffre entre les rues de Grosbois et Berlinguer du 3 juillet au 6 novembre et la mise en place d'un sens unique vers l'ouest sur la rue Berlinguer entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Joffre. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.10. Édicter une ordonnance visant la fermeture à la circulation de la rue Beauclerc entre les rues Ontario-Est et La Fontaine et de la rue Ontario-Est entre l'avenue Émile-Legrand et la rue Beauclerc. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.11. Édicter une ordonnance visant la fermeture à la circulation de l'avenue de l'Aubinière entre les avenues de Carignan et de Repentigny du 3 juillet au 6 novembre 2021. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.12. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP 27-0299 en vue de permettre la démolition du bâtiment commercial situé au 5460 rue Sherbrooke-Est et la construction d'un bâtiment mixte résidentiel commercial. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.13. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP 27-0300 en vue de permettre l'aménagement d'un logement au sous-sol du bâtiment situé au 5980-5986 rue de Marseille. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.14. Adopter la résolution autorisant le projet particulier PP 27-0301 en vue de permettre la construction d'un bâtiment mixte résidentiel commercial situé au 2605 boulevard L'Assomption. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.15. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0305 en vue d'autoriser la réalisation d'un projet commercial sur le lot 5 755 010, site commercial Faubourg Contrecoeur. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.16. Monsieur le maire, Oui. je m'excuse, j'avais ma petite main levée. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci, il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, le mois précédent au conseil d'arrondissement, à la question 70.01, je vous avais posé là, une question sur le dossier, la pertinence d'aller de l'avant avec la première lecture dans le contexte de l'avis de réserve. Maintenant, on sait depuis là, que l'avis de réserve a été confirmé. On va de l'avant quand même ce soir avec la deuxième lecture. Évidemment, en tant que présidente du CCU, je ne fais pas partie des négociations puisque j'exerce toujours un droit et un devoir de réserve, surtout un devoir plus qu'un droit. Mais j'apprends ce soir de vous-même et de Mme Miron que vous êtes en train de négocier la situation avec CDPQ Infra et avec Sobase. Alors, je nous souhaite à tous des négociations fructueuses et à ce moment-là, je vais pouvoir voter pour le dossier ce soir dans l'espoir qu'on va pouvoir éventuellement concrétiser ce projet.
Merci. Merci, Madame Boivin-Roy. C'est un espoir partagé de tous. Donc, nous pouvons, et bien sûr, j'ai réussi. Ah oui, OK, j'ai retrouvé mon document. Donc, adopté à l'unanimité, on peut donc passer au point 40.16. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0306 en vue de permettre certains usages commerciaux et l'usage activités communautaires ou socioculturelles à l'immeuble situé au 3081 rue Ontario-Est. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.17. Adopter le second projet de résolution du projet particulier PP 27-0307, modifiant le PP 27-0260 en vue de permettre l'usage spécifique fleuriste au deuxième étage du bâtiment situé au 6750-6752 rue Sherbrooke-Est. Je propose d'appuyer par Mme Miron, 40.18. Accepter la somme de 27 300 $ que le propriétaire des lots projetés 6 343 073 et 6 343 074 situés sur le côté est de la rue Dixon au sud de la rue Hochelaga doit transmettre à la ville de Montréal à titre de frais de parc. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.19. Approuver des travaux de réaménagement des cours ainsi que de la construction d'un clos pour le site de la cour de la voirie situé au 2010-2200 rue Dixon. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice de pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 31 mars 2021. Merci, Mme Tocheva. Je voulais savoir, pour enregistrer le vote de Mme Boivin-Roy sur le 10.03, est-ce que c'est maintenant ou c'est plus tard? Si Mme Boivin-Roy est prête, oui. Mme Boivin-Roy, êtes-vous prête à enregistrer votre vote? Certainement. Je n'ai juste pas entendu le dernier dossier de Mme Tocheva, mais vous m'excuserez, il y a eu une interférence d'Internet. Le 6001, c'est prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour la période de 1er au 31 mars 2021. C'est un dépôt. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir répété. Alors, je vais Donc, voter favorablement, M. le maire, à votre déclaration. merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. On peut donc passer au point 70.01, période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Mme Boivin-Roy? Oui, merci, M. le maire. J'aurais deux questions pour vous ce soir. Je réagis un peu là au dossier de la rue Radisson, les questions qui vous ont été posées par les citoyens. Alors, vous nous avez dit là, que le dossier serait mis à l'ordre du jour du comité de mobilité, possiblement au mois de mai, sinon au mois de juin. Alors, question là, de regarder quels seraient les aménagements possibles sur la rue Radisson. Maintenant, j'ai parlé avec les citoyens, j'entends les questions des citoyens ce soir, et moi, ce qu'on me dit, là, c'est pas du tout des aménagements qui sont souhaités par les citoyens. Ils veulent simplement retrouver la fréquence de signalisation qu'ils avaient il y a 7 semaines. C'est un dossier qui n'a causé aucun enjeu pendant tout le mandat, et c'est seulement là, depuis qu'il y a eu ce changement de signalisation-là que les citoyens soulèvent le problème. Alors, ce ne sont pas des aménagements qu'ils demandent, ce sont le retour à la signalisation. Alors, ma question pour vous, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'envoyer ce dossier au comité de circulation, au comité mobilité? Circulation est à l'ancien nom, au comité mobilité. Bien, ce qui est certain là-dessus, Mme Boivin-Roy, c'est que j'ai besoin d'une meilleure connaissance du dossier pour me positionner de façon très sérieuse là, et que personnellement, je n'ai pas encore les détails des analyses de nos services depuis les questions des citoyens lors du dernier conseil d'arrondissement. Donc, ce qui est certain, c'est que le dossier devra être étudié par les services. Et est-ce que ensuite, ça devra passer par le comité mobilité ou par des demandes de changement au feu de circulation? Ce sera à voir lorsque j'aurai davantage d'informations.
Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur... en fait, Mme Boisvert-Roy, vous disiez que vous aviez 2 questions ce soir. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on fasse un bloc pour toutes vos interventions, pour pas qu'on commence à avoir des allers-retours dans les échanges, là. Donc, si je comprends bien, l'élément Radisson était votre première question. Puis, je vais prendre tout de suite, je vais prendre toutes vos interventions et je pourrais répondre en entier. Ça terminera Oui, l'ordre du jour. c'est 2 questions différentes, M. le maire. J'ai posé ma première question, vous y avez répondu. J'arrive avec ma deuxième, vous y répondrez sûrement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai été contactée par des jardiniers là, du jardin Souligny. Je pensais d'ailleurs ce soir qu'il y aurait des questions là-dessus. Alors, je me permets d'être la porte-parole pour certains d'entre eux qui m'ont contacté. En mai 2020, là, les jardiniers qui se trouvaient là, sur la parcelle de terrain qui appartenait à l'actuel propriétaire des terrains de l'ancienne cour de voirie devaient être libérés. Alors, c'est ce que les jardiniers s'étaient fait dire à ce moment-là. Alors, il y avait un certain nombre d'options qui avaient été présentées à eux, soit de se faire attribuer un demi-jardinet à Souligny ou encore être relocalisé au jardin du Péré ou encore au jardin BP Trétrouville. Évidemment, la dernière option était de cesser de jardiner, ce qui aurait été triste, là. Mais ce qu'on comprend, là, ce que les jardiniers ont appris récemment, c'est qu'il y a une partie du terrain qui n'a pas été vendue à le monsieur qui est concerné, là, je ne dirai pas son nom ici, là, mais celui qui est le propriétaire du terrain. Donc, il y a une partie du terrain qui ne leur aurait pas été vendue et que les jardiniers auraient discuté avec cet individu et que le terrain serait disponible pour que les jardiniers puissent rester sur place. Et vous vous souvenez qu'on avait discuté là, des fameuses plantations d'ail et ce que je comprends des jardiniers, c'est que l'ail qui est replanté, malheureusement, n'a peut-être pas autant de succès qu'on l'aurait peut-être cru. Alors, est-ce que c'est possible de discuter avec ce propriétaire et valider là, la parcelle de terrain qui serait disponible et est-ce qu'il y aurait possibilité de laisser les jardiniers à cet endroit? Merci. C'était ma deuxième question pour vous, M. le maire. Je n'ai pas les détails sur la question là, exacte des transactions qui sont en cours concernant sur le terrain exactement, qu'est-ce qui a été encore acheté ou qu'est-ce qui n'a pas encore été acheté. Ce qui est clair, c'est on a tout fait, en fait, pour trouver une satisfaction auprès des jardiniers du jardin Souligny. Lorsqu'on a envisagé les différents scénarios, on a pris en compte là, tous les codes postaux, toutes les adresses de résidence de chacun des jardiniers du secteur. On les a regardés sur le territoire de l'arrondissement et on a pu voir que le déplacement du jardin communautaire à Clément Jeté-Nord n'allait pas engendrer davantage de déplacements en moyenne pour les utilisateurs du jardin. Il y a aussi certaines transactions entre la Ville de Montréal et l'entrepreneur qui doivent encore être terminées dans tout le projet là, de la cour de voirie. Le projet est présentement en cours. Et pour ce qui est de l'ail, je tiens à souligner le grand travail qui a été effectué par nos équipes pour s'assurer qu'il y ait une plantation d'ail dans le nouveau jardin communautaire Clémence Jeté-Nord. Et je les ai visités moi-même. Peut-être que les gousses d'ail sont moins productives que par le passé, mais bien sûr, toute nouvelle terre, tout nouveau jardin prend un certain temps pour s'acclimater. Donc, il y a du gros travail qui a été fait là-dessus. Je ne sais pas si peut-être Mme Miron qui a un complément d'informations sur ce dossier très détaillé. Et je tiens à rappeler toutefois qu'on parle quand même là, de bonification des 2 jardins communautaires, que ce soit Dupéré, quand on combine les augmentations à Dupéré et Clément Jeté-Nord, on parle d'une cinquantaine de jardins communautaires supplémentaires pour la communauté. Donc, on est très content de ça. Mais on comprend que le déménagement peut créer de petits inconvénients et sur lesquels on a beaucoup travaillé pour les réduire. Madame Miron?
Comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est ça, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. On a vu de visu lorsqu'on est allé visiter le nouveau jardin du parc Clément-Jeté, qui avait vraiment un jardinet complet qui était dédié aux gousses d'ail, qui était localisé dans celui de Souligny. Et on a répondu aussi, il y a M. Charneux là, qui nous avait contacté par courriel, qui est le président du jardin Souligny. Là, je ne sais pas si c'est lui le nouveau président à l'autre jardin, mais donc il avait été informé que pour ce printemps, ce ne serait pas possible, surtout que les logements, l'entrepreneur débute vraiment où est situé le jardin. Là. Le terrain, c'est vraiment au coin de la rue Souligny et Honoré-Beaugrand, donc ce n'est pas possible en plus de côtoyer, même s'il y a une parcelle du terrain là, qui ne serait pas utilisée, il y aurait quand même des enjeux là, avec les équipements lourds là, qui vont être utilisés pour la construction. Voilà le complément. Donc, on a des réponses détaillées pour nos jardiniers passionnés. Merci d'aimer autant nos jardins communautaires dans l'arrondissement. Donc, cela termine la période de questions des élus. On pourrait donc aller à la levée de la séance à 70.02. Je tiens à remercier tous les élus, tous les citoyens qui nous ont écoutés jusqu'à ce soir, tout le personnel qui ont été avec nous pour la réussite de ce conseil d'arrondissement. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup.